to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors je suis content parce que je sais que avec mon invité d'aujourd'hui, qui est première fois qu'il vient chez Micro Ciné. D'ailleurs, je me demande pour quelle raison c'est la première. J'ai attendu plus de 2 ans et demi pour qu'il puisse venir sur la chaîne. Je sais qu'on va avoir une conversation et puis on va parler donc du film parce qu'il est là parce qu'il y a un film, Ne me guéris jamais. Un film. J'ai pas envie de dire une fiction, j'ai pas envie de dire documentaire, je vais dire juste un film et c'est très important. Et puis je pense qu'on parlera aussi de beaucoup de choses qui sont annexes à ce film et puis je pense qu'on fera des digressions comme d'habitude et puis à un moment on se dira 3 points de suspension. L'auteur du film c'est David Yon, il est là. Moi je le connais depuis un certain temps. Vient un autre film qui s'appelait La Nuit et l'Enfant que j'avais découvert Rencontre cinématographique de Béjaïa, je crois que c'était en 2015 ou 2016. En tout cas, ça va être Non, 2015, ouais. 2015. C'est ça, si je me trompe pas. Et faire un film, ça met du temps aussi. Et aujourd'hui, il y a ce Ne me guéris jamais, dont la première mondiale, on dit ça comme ça, c'était en sélection française dans le FID de Marseille de cette année. Le film, il faudra que vous le voyez. Je sais pas comment, mais un jour vous tomberez sur ce film et comme disait l'autre, ça serait un scandale de ne pas le voir. Voilà. Donc, et je vous préviendrai à ce moment-là quand est-ce qu'il sera distribué, en tout cas quand est-ce qu'on pourra le voir. Et l'auteur David est là, malgré tout cela pour en parler. Ça a mis du temps, mais tout ça c'est de ma faute comme d'habitude. Je m'en excuse, mais en tout cas je suis très content. Et je voulais aussi dire une chose qui est très importante. Et après je vous laisse la parole, c'est que en plus d'être auteur, monteur, réalisateur, il transmet aussi le cinéma. Voilà, quand je dis transmet, c'est qu'il l'enseigne, il le passe. Il est aussi l'un des fondateurs d'un endroit qui est très important, qui s'appelle dérive au pluriel.tv, www.dérive.tv, qu'il a cofondé avec Jérémy Gravaya, que je salue. C'est un site internet, c'est un espace. C'est un peu ce que la critique devrait être peut-être aujourd'hui. Mais ça, je pense qu'on parlera aussi un peu de la critique, j'imagine. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit, ou pas assez. C'est pas grave et on continuera. Juste une chose. Bonjour, David, et comment vas-tu? Bonjour, Samir. Merci pour l'invitation. Et ça me fait plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Donc, comment ça va? Content d'avoir fini un film. Content d'avoir terminé l'écriture de ma thèse autour de Robert Kramer, qui sera soutenue en mi-février. Donc c'est bientôt à Marseille. Dérive.tv s'est fait pirater, c'est-à-dire qu'il y a eu un virus et donc on a des problèmes techniques avec le site internet ces jours-ci. Voilà, donc on essaye de résoudre ça. Et c'est là, il y avait un site, la Furia Humana, je sais pas si tu connaissais. Oui, très bien, très voilà. bien, oui. Je crois qu'il n'existe plus parce que il y a eu des hackers qui ont fait disparaître le site et ils n'ont pas réussi à le remettre en ligne. Donc nous, on a réussi à avoir une sauvegarde pour remettre en ligne, mais on a dû changer de langage et donc toutes les pages ne fonctionnent pas encore, mais ça va redevenir accessible. Mais ça m'a fait comprendre que ça a mis en évidence que toute cette histoire du numérique, c'est quand même très fragile et que quand on fait les choses sans moyens financiers et donc bénévolement, c'est de plus en plus difficile au niveau d'internet parce qu'il y a le langage évolue, il y a des problèmes de sécurité et donc ce terrain qui était un terrain de liberté va demander de plus en plus de connaissances techniques pour pouvoir continuer d'exister. Ouais. Je ne savais pas. Et en même temps, c'est assez troublant parce que tu parles d'un terrain de liberté, tu parles de numérisation, et en même temps, ça rejoint un peu aussi. T'as parlé de Robert Kramer. J'ai l'impression on est encore dans la continuité de ce que tu essayes de faire en tant que cinéaste et surtout avec Ne me guéris jamais. Le fait, ce qui se passe au niveau de Dérive TV, ça, c'est un peu ce que l'on voit aussi dans Ne me guéris jamais. Il y a un peu de cela, ce rapport à la nécessité.
de partir de quelque chose, de plusieurs choses qui sont négatives, mais avec toujours cette envie de nécessité. Donc il faut continuer. Et c'est très troublant. C'est très troublant. Vraiment, j'avais pas d'autres mots à dire par rapport à ce qui se passe avec Dérive TV. Et, et depuis 2 mois, j'ai déménagé, enfin ma famille et moi, où on vivait à Marseille et on vit dans une petite ville au nord de la Drôme, près du Vercors, où je prépare le prochain film. Et c'est marrant que ça arrive aussi à ce moment-là, c'est que mon frère et mes 2 frères sont paysans. Du coup, il y en a un qui est devenu maraîcher dans la Drôme et l'autre qui élève des moutons. Et je vais travailler, je vais essayer, si j'y arrive, un jour par semaine avec mon frère qui élève des moutons dans le Vercors. Et le film que je prépare se passera dans le Vercors. Et il y aura la question du travail, la question du rapport au vivant, comme on dit en ce moment, des questions écologiques, du réchauffement climatique, enfin des questions qui nous traversent. Et donc que le numérique à ce moment-là montre sa fragilité, ça fait sens pour moi aussi. Enfin, quelle est la matérialité de notre monde et où est-ce qu'il faut qu'on place notre attention. Et peut-être qu'on passe trop de temps devant les écrans. Peut-être que j'ai passé trop de temps devant les écrans et qu'il faut que je retrouve d'autres terrains. Ouais. Un moment dont ne me guérit jamais, et puis on reviendra un petit peu aussi sur ce titre-là, sur beaucoup de choses, mais je pense à quelque chose. Il y a Wahib dans le film qui regarde comme ça sur son balcon et qui voit ce chantier qui est en train de, qui est dans tout Marseille, mais en tout cas il voit ce chantier et il dit, alors si je me trompe pas, il dit, je ne comprends pas qu'on n'ait pas créé une loi pour celles et ceux qui se permettent de créer ces chantiers qui nous coupent la vue. Donc, avec tous ces tours qui se créent, il nous gâche la vue. Il nous la gâche pas, il nous la retire la vue. Donc on est dans la notion de voir. Et donc finalement on demande à revenir à des choses basiques, des éléments basiques et nécessaires en même temps. Et est-ce que tu pars de ça quand tu écris un film, est-ce que tu pars de ça, c'est-à-dire de revenir à des choses essentielles, basiques, non pas en réaction contre, mais se dire, par exemple, je vais te raconter une anecdote. Quand je vivais encore en Algérie, à Alger, j'ai vécu 4 ans, et il y a une espèce, tu connais un peu, je pense, il y a là ce qu'on appelle l'avenue Didouche Morat, qui est une espèce d'avenue des Champs-Élysées comme ça, qui est dans Alger Centre, et c'est une avenue, voilà, où il y a du monde, une avenue connue, principale. Et j'ai vécu 4 ans, tous les jours, j'étais là, quoi. Et puis un ami, cinéaste que nous connaissons, m'a dit, est-ce que tu as eu l'occasion, est-ce que un jour tu as pensé à lever la tête pour regarder juste lever la tête quand tu marches sur cette rue? Je lui dis jamais. Et puis une fois, je l'ai fait, effectivement, en levant la tête, je voyais que les immeubles se dialoguaient entre eux. Et c'était très beau à voir. Donc en gros, il m'avait dit, reviens à l'essentiel, quoi. La base, c'est juste de prendre le temps et de voir, de lever la tête ou d'à droite à gauche. Donc là où j'en viens, tu pars généralement de ça lorsque tu te lances dans l'écriture d'un projet. Pas forcément la notion de voir, mais ce genre de choses qui est essentiel et qui peut-être a un rapport aussi avec le cinéma. Oui, mais on parlait de la question de nécessité. Et donc c'est comme je fais pas des films pour l'argent, donc je les fais pourquoi je fais des films. Donc je les fais parce que c'est important. Je sens qu'il y a quelque chose d'important à faire et un travail qui est pas rationnel, mais qui est une question de sens. Et dans cette ville de Marseille qui était envahie qui est envahie de chantiers, qui est en train d'être métamorphosée, et que c'est une des dernières villes au centre-ville populaire en France, et qu'on est en train de vouloir que ce soit une ville touristique, et donc de chasser ou de cacher des aspérités, de nettoyer la ville.
Euh, et ben, ne me guéris jamais. J'avais envie d'essayer de donner forme à quelque chose qui, qui échange, enfin qui permette d'échanger quelque chose autour de ça. Et Wahid que je connais depuis longtemps parce que j'ai fait, enfin, je suis un proche du Polygone étoilé, qui est un lieu de cinéma indépendant à Marseille, qui est très très important et qui nous permet de faire des films hors de l'industrie et de les voir, de les partager, de, de, de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Je l'avais rencontré il y a plus de 10 ans au Polygone étoilé parce qu'il fait aussi des films. Et, euh, et voilà, chez lui, effectivement, aujourd'hui, il y a un mur devant sa fenêtre. Donc, donc, on lui a coupé la vue. Et effectivement, il n'y a pas de loi qui interdit aux promoteurs de couper la vue à quelqu'un. Et, et quand il me dit ça, et ben, lui qui vient du Maroc, d'un endroit où l'espace est ouvert, il se retrouve de l'autre côté de la Méditerranée pour des questions aussi de liberté, enfin d'être dans un, d'être dans, c'est ce que tu disais de lever la tête, quoi, de changer son point de vue. Enfin voilà. Du coup, il traverse la Méditerranée pour changer son point de vue, et là, il se retrouve face à un mur. Donc il faut trouver l'ouverture ailleurs. Lui, il me parlait du cinquième mur. Alors, j'avais du mal à comprendre qu'est-ce que c'était que ce cinquième mur. Et c'est quand j'ai rencontré Pierre, qui est un personnage qui est devenu non-voyant, que j'ai pu comprendre ce que me disait Wahib sur ce cinquième mur. C'est qu'il y a il y a le visible et il y a quand même un lien matériel au monde hors du visible. Et, et ça, pour moi, c'était pour moi j'ai fait l'image de tous mes films, donc l'image c'est quelque chose. J'ai commencé le cinéma en travaillant autour du cinéaste Jean-Claude Rousseau, Oui. qui est un cinéaste voilà assez proche du cinéma de Jean-Marie Straub et Daniel Villiers. Donc c'est la question du cadre, des lignes, très influencé par le peintre Vermeer, par le cinéma de Robert Bresson, donc, où l'image a quelque chose de fondamental dans son cinéma. De travailler avec quelqu'un qui n'avait pas accès au visible, pour moi, c'était une expérience de remise en question du cinéma même. Ouais. Qu'est-ce que c'est le cinéma quand il n'y a plus d'images je me suis dit alors que presque il faudrait réduire l'image encore plus, voir qu'est-ce qu'il adviendrait si on creusait dans l'image comme ça et que qu'on arrivait dans autre chose. Alors c'est des sons, mais c'est c'est aussi pour ça que c'est un film qui demande beaucoup du spectateur parce que il demande d'éteindre la lumière et de se rendre disponible comme ça à ce qui va se dérouler et à peut-être être perdu et retrouver comme ça un chemin dans le film, mais il demande au spectateur d'être actif. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je me rends compte que dès mon premier film, Les Oiseaux d'Arabie, La Nuit l'Enfant, Ne me guéris jamais, à chaque fois, pour moi, j'ai fait des films, mais parce que j'ai fait des films que j'aime bien voir en fait, et c'est des films qui me donnent de la nourriture et qui en même temps me demandent en tant que spectateur, qui exigent que je sois présent en tant que spectateur, en tant que je sois présent dans mon corps, dans la perception.
Et ça, quand on le regarde sur son ordinateur, entre son smartphone, ses mails, c'est compliqué. Enfin, c'est-à-dire que il faut se dire bon, pendant 1 heure, je suis dans le noir et je regarde, j'écoute et je porte une attention. Voilà. Bon, comme tous les films on devrait porter de l'attention à tous les films, mais c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, la question de donner de l'attention, c'est quelque chose qui est plus rare, parce qu'on est pressé, parce que les outils technologiques font qu'on est sursollicité tout le temps. Et la salle de cinéma est un lieu encore où on peut se dire je donne mon temps et je suis dans une attention à ce qu'il y a devant l'écran. Mais pour accéder à la salle, il y a des rapports de force, parce que en tout cas les salles commerciales. Et quand on fait un cinéma qui est pas un cinéma produit par l'argent du cinéma, comme ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est de plus en plus dur d'accéder à la salle. Et j'écris pas de scénario avant le film. Enfin, c'est-à-dire que il y a des intentions, mais c'est beaucoup de temps avant avec les personnes que je vais filmer, dans les lieux, et c'est au moment du tournage, mettre en place des propositions pour qu'il se passe quelque chose au présent du tournage, et qu'après, au montage, il y a une écriture. L'écriture, elle se fait au moment du montage. Et en travaillant sur Kramer, je me suis rendu compte que c'était la même chose pour lui, et qu'il se cognait contre les mêmes difficultés que moi. Sauf que lui, il a commencé dans les années, son premier film, c'est en 67, et Route One USA, qui est un film fantastique, il a été produit avec une note d'intention de 5 pages. Et c'est un film qui est tourné en pellicule. C'est Bart Phillips, Michel Petrucciani qui font la musique. Enfin, c'est un film qui a coûté de l'argent. Et les gens lui ont fait confiance avec 5 pages. Aujourd'hui, c'est impossible. Et après ce film-là, il a eu beaucoup plus de mal à se faire produire. Enfin, c'est-à-dire que on lui demandait d'écrire des scénarios où tout devait être prévu à l'avance. Et lui, il disait, mais si tout est prévu à l'avance, le tournage, moi, je m'ennuie. Je fais un film parce que je me pose une question et que j'ai envie que le film me donne des réponses, des ouvertures par rapport à cette question. J'ai envie de vivre le trajet à partir de cette question. Et si j'arrive avec un dossier où je donne ma réponse avant même de commencer, ça ne l'intéressait pas. Et dans ses derniers textes, il se pose la question comment il va continuer, parce qu'il dit je n'ai ni envie d'être je n'ai pas envie comment je vais continuer à pouvoir avoir une position éthique, parce que j'ai pas envie de devenir un cynique, j'ai pas envie de faire des films alimentaires. Et si dans son dernier film Cité de la Plaine, il y a un non-voyant, il le dit, c'est parce que le non-voyant, c'est lui en fait. C'était que Robert Kramer c'était en 99, il comprenait plus le monde tel qu'il était, et donc il se disait, et je te dis ça parce que ça a rapport à Ne me guéris jamais, il se disait à ta question, c'est-à-dire que je suis perdu, qu'est-ce qui se passe si je ferme les yeux? Est-ce que là d'autres choses vont pas s'ouvrir, est-ce que je vais pas découvrir d'autres choses, c'est-à-dire en sortant lui il dit sortir des rails, quoi, mais c'est-à-dire en sortant de ses habitudes. Alors de dire ça, c'est peut-être un peu maladroit, parce que Pierre, qui est non-voyant, me dirait, David, tu as pas le droit de me dire ça. Être non-voyant, c'est quelque chose de très difficile au quotidien.
Mais en tout cas, euh, je sais que Pierre, qui est dans le film Ne me guéris jamais, ça a changé sa vie d'être non-voyant en négatif, mais aussi en positif. Enfin, il voit le monde autrement. Ouais. Et, euh, et donc, faire un film, à chaque fois, ça m'a transformé. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à faire des films. Ouais. Et avec celui-ci, avec Ne me guéris jamais, est-ce qu'il y a aussi, peut-être par rapport au précédent, euh, il y a eu, euh, il y a eu ça, se fermer les yeux, mais donc ce qui veut dire aussi, elle est encore plus loin dans son rapport aux images, voire même des images d'antan, voire même des images qui sont personnelles. Et donc, parce qu'on dit, il y a trois personnages dans ce film, il y a Pierre, il y a Rosalie, il y a Wahib, mais il y a aussi toi. Alors toi, oui, parce que t'es l'auteur, parce que tu portes la caméra, parce que tout ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus que ça Mm. aussi. Ouais. Ben, c'est qu'à un moment dans le parcours du film, c'était pendant l'épidémie du Covid, quoi, qu'on a traversé, où j'étais un peu perdu. Qu'est-ce que je cherche? Quelle est la nécessité? Et donc, j'ai passé un été un mois d'août au Polygone étoilé, où c'est un lieu où on peut numériser tous les formats. Mhm. Et depuis mes 17 ans, je filme en mini DV. Et j'ai une caisse en bois remplie de cassettes mini DV. J'en ai pas fait un film de ces cassettes, mais elles existent. À chaque déménagement, j'ai ma cassette de mini DV. Et donc pendant ce mois d'août, j'ai regardé pas toutes les cassettes, mais j'ai regardé ces cassettes, j'en ai numérisé pour essayer de comprendre pourquoi j'avais commencé à filmer, euh, qu'est-ce que je cherchais en filmant, et qu'est-ce que ces images étaient devenues. Et il y a des images qui m'ont bouleversé parce que c'était des images que j'avais filmées de personnes que j'aime et qui ne sont plus. Mhm. Et et faire le film, mais ça a trouvé sa place qu'à la fin. Mais c'était cette image de quelqu'un que j'ai aimé et qui n'est plus. Euh, euh, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que représente cette image pour moi? Comment la rendre? Comment dépasser la douleur que c'est de voir quelqu'un qu'on aime et qui n'est plus là et de voir son image? Euh, et donc cette nécessité, voilà, j'ai retrouvé j'ai retrouvé ces images-là et je me suis confronté à ces images-là. Et donc, effectivement, il est plus personnel, plus intime que mes deux films précédents où on n'entendait pas ma voix et dans ce film-là, Ne me guère jamais aussi, il y a ma fille aussi qui est présente Oui. dans une scène. Mhm. C'est-à-dire que, et ça, c'est beaucoup le travail sur Robert Kramer qui m'a poussé à ça. Il m'a tapé, il m'a, il était plus là, mais il m'a poussé à me. Lui, c'était une de ses, un de ses combats, c'était de réduire la frontière entre vivre et faire des films. Euh, il voulait réduire la machine cinéma au minimum, et il voulait que faire des films, ça soit aussi simple que vivre et que les deux soit poreux. Enfin, voilà. Quand on fait un film, on est le même que quand on est avec sa famille ou quand on mange avec des amis. Enfin, voilà. Et donc faire ça, ben, en tout cas, c'était ce que faisait Robert Kramer. Ben, ça faisait que petit à petit, il a pris la caméra dans la main. Petit à petit, on l'a entendu derrière la caméra s'adresser à ceux qui sont devant la caméra. Il a filmé sa fille, il a filmé sa femme. Enfin, tout, la vie et les films étaient liés.
et ce qui fait qu'il y a un rapport peut-être plus personnel, et comment trouver dans ce personnel quelque chose qui puisse toucher les autres. Et je sais que d'avoir touché de quelque chose de très personnel dans ce film-là, je sais que certaines personnes sont touchées aussi. Donc certaines personnes qui ont vu le film sont touchées aussi. Donc ça veut dire que ça doit résonner à des endroits. Il y a ce qu'on appelle l'expression de l'intime. C'est ce qui à un moment, je crois, dit un des personnages de un des personnages de ton film. On parle de Robert Kramer depuis un certain temps. Et du titre aussi, Ne me guéris jamais. Déjà, je suis très curieux. Ne me guéris jamais vient d'où? Ce titre, c'est d'un film, d'un texte, Là, pour l'instant, c'est vraiment la curiosité, pour le coup. C'était un documentaire d'entretien avec Serge Danet, qui est sur Dérive. Bon, là, comme Dérive est piraté, vous pouvez pas le voir. Alors, je l'ai pas lu. Mince, j'aime pas ça. C'est le film, mais si, parce que je te l'avais envoyé. C'est un entretien qui date peu de temps avant sa mort, et où il échange autour du cinéma, et en fait, un moment vers la fin, il parle de la télévision, et à un moment, il parle de Truffaut, de la Chambre verte. Mais c'est avec qui cet entretien? Cette conversation, c'est avec qui? Mais alors, c'est pour ça que je me rappelle plus. Bon, mais on peut le trouver. Enfin, je sais que ça a dû être publié avec la Maison Cinéma, j'imagine, dans la maison. Ça va être le 4e tome ou un truc comme ça. Non, mais c'est un film qui est produit par Ardèche Images. C'est un film. Ah oui, c'est un film. Ouais, c'est un film. C'est un film. C'est un film qui est sur Dérive. Tu pourras le mettre en lien, comme ça les gens pourront aller le voir. Oui, mais ouais. Ah oui, il y a 3 films. Il parle de 3 films, c'est ça? Il parle à un moment, à la fin, il dit le cinéma et la psychanalyse ont une histoire commune. Ouais. Et ils mourront tous les deux. La psychanalyse par les neuroleptiques et le cinéma par l'image de synthèse. Et il dit une chose est sûre, nous mourrons guéris. Et nous mourrons guéris. Donc cette phrase avait dû me marquer, parce que dans la nuit, j'ai fait un rêve, et un moment dans le rêve, ça c'était bien avant de préparer ce film-là, hein, mais un moment dans le rêve, quelqu'un me dit ne me guéris jamais. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit ne me guéris jamais. Il y a quelque chose qui me parle, et j'ai noté cette phrase pour pas l'oublier. Et en commençant ce film à Marseille, tout de suite j'ai eu envie que ça soit le titre du film. Alors c'était moi, comment je la comprends, la phrase de Danet, ne me guéris jamais. Enfin non, la phrase de Danet qui est tout le monde sera guéri. C'est que ça soit les neuroleptiques ou que ça soit l'image de synthèse, on cherche à guérir le réel. Enfin, on cherche à gommer le travail du temps. On cherche à gommer les émotions. On cherche mais on mourra guéri. Alors qu'est-ce que c'est mourir guéri? Alors ça. Et quand dans le rêve il y avait cette phrase ne me guéris jamais, c'était presque un cri de résistance par rapport à cette question d'un monde d'images de synthèse où on soit plus dans l'émotion, plus dans les rapports humains, plus dans la fragilité, plus dans la matérialité du monde, la terre, les éléments. Et ça a été un titre dur à tenir parce que il y a eu l'épidémie du Covid et
Et donc, quand j'étais là, ma productrice me dit, enfin, ne me guéris jamais. En plus, il y avait à Marseille, dire ne me guéris jamais. Enfin, c'était tout de suite était interprété d'une mauvaise manière. Et bon, pour moi, c'était important. Et maintenant le titre peut exister pour ce qu'il est. Ouais. Mais c'est sûr que c'est bizarre de se dire je veux voir un film, ne me guéris jamais. Bon, il faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Ouais. Ouais. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.